Les années 2000 commencent avec une croissance qui est positive, donc avec de nouveaux acteurs qui arrivent sur les marchés africains dans une nouvelle configuration. Les États sont plus ou moins solides, mais ce qu'on va noter, c'est que les nouveaux acteurs économiques et investisseurs internationaux qui arrivent sur le continent africain vont profiter au moins de 3 paramètres. Le premier paramètre, c'est celui de la liquéfaction de nos États, et la plupart étant constitués de ce que nos amis américains appellent aujourd'hui les failed states, c'est-à-dire des États qui ne sont malheureusement pas en mission de remplir les missions régaliennes. Le second facteur qui est tout aussi important, c'est celui de la corruption. La corruption aujourd'hui nous coûte jusqu'à 25% du PIB du continent, et donc ça appelle chez nous 2 types d'investisseurs, soit les investisseurs mafieux, soit des mafieux investisseurs, c'est-à-dire des opérateurs qui sont tout à fait capables de travailler comme ça dans un environnement où ils savent que le maître mot, c'est véritablement la corruption. Et puis le troisième élément, c'est le commerce informel, c'est l'activité informelle, c'est l'économie informelle pour parler de manière plus générale, qui fait que 40% de l'activité économique sur le continent africain continue de se dérouler dans l'informel. Et on atteint jusqu'à 60% dans le cas du Nigeria. À titre d'analyse comparée, nous sommes à 4% pour la Suisse. Vous comprenez que face à la liquéfaction des États, vous comprenez que face à la corruption qui est rampante, vous comprenez que face à une économie qui est informelle, malgré la croissance qui du reste n'est pas inclusive, on ne peut avoir affaire sur ce territoire-là qu'à des acteurs qui sont complètement intégrés à un capitalisme totalement débridé. Et c'est là où on marque tout le distinguo qui est entre ce qu'on considère comme la guerre économique et la guerre classique tout court au sens du droit international, attendu que la guerre classique a des normes, a des règles, il y a un droit des conflits armés qui n'existe pas dans la guerre économique. Dans la guerre économique, tout est permis et finalement, on en arrive à une espèce de barbarisme économique qui est à l'ordre du jour aujourd'hui et qui sied tout à fait au contexte africain. Cela se note sur des marchés très très précis et très pointus et très sensibles tout à la fois, tels que le marché de l'eau. Vous savez qu'aujourd'hui, on a jusqu'à 400 millions d'Africains qui manquent d'eau potable et c'est un marché qui est prisé notamment par les industriels de l'eau en bouteille qui surfent sur une classe moyenne de plus de 300 millions d'habitants qui va crescendo et qui a de vrais besoins, qui surfent également sur le fait que l'Afrique devient attractive également par rapport aux touristes internationaux qui arrivent et qui ont besoin de consommer de l'eau de bonne qualité. Sauf que face à ces industriels de l'eau, on a des petits opérateurs locaux qui surfent, eux, cette fois-ci, sur de l'eau en sachet plastique qui coûte évidemment moins cher que de l'eau en bouteille, mais qui dans la plupart des cas, en tout cas au vu des investigations menées jusqu'ici, ne répondent pas toujours aux critères d'hygiène et de salubrité. Donc, in fine, on se retrouve dans un affrontement asymétrique du faible au fort, où les gros industriels, les multinationales arrivent avec d'énormes capitaux, savent comment le marché fonctionne, qu'il est à moitié informel, qu'il est travaillé par la corruption et par un État liquéfié, en profitent au maximum. Et de l'autre côté, et en face, de petits opérateurs qui profitent également de la même situation et tentent de tenir tête aux opérateurs internationaux qui arrivent. Évidemment, il arrive aussi une conjonction, une complémentarité qui peut avoir cours lorsque les internationaux s'associent avec des locaux au profit et au seul nom du bénéfice, ce qui donne donc une coloration tout à fait tropicale à ce qui peut être considéré au niveau plus global comme étant la guerre économique.